Bonjour à tous et bienvenue sur notre plateau en direct de la Foire gastronomique et internationale de Dijon pour la 8e édition. Alors aujourd'hui, on a un programme très chargé avec notamment l'inauguration de la ferme Côte d'Or. Ce matin, il y avait le concours du jambon persillé de Bourgogne. Il y a également les œufs en meurette qui se déroulent en ce moment avec le champion du monde que nous allons recevoir en fin d'émission. Et puis cet après-midi, ce sera la truffe qui sera à l'honneur en Côte d'Or sur la ferme. Donc pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui Christine Dupaty. Donc vous êtes présidente de l'association de la truffe de Bourgogne sur le territoire de Côte d'Or. Vous êtes venue accompagnée de votre vice-président, donc Patrick Desquéant. Merci à vous pour votre présence. Vous nous avez amené justement des produits très locaux, ultra locaux, donc des truffes de Côte d'Or. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment on cultive ces truffes ? En fait, depuis les années 70, grâce aux interventions de l'INRA, et notamment d'un homme français qui s'appelle Gérard Chevalier, avec une équipe également italienne, eh bien, ils ont réussi à mycorhizer un arbre. Donc est né l'arbre truffier que les pépiniéristes et la Fédération française des trufficulteurs au niveau national eh bien, se sont appropriés pour effectivement faire des vergers truffiers. Et maintenant, effectivement, on arrive à faire des plantations qui produisent de la truffe de Bourgogne, mais aussi celle du Périgord. Et alors, est-ce que la Côte d'Or, justement, est un territoire propice à la culture de la truffe ? La Côte d'Or est un territoire et un sol qui est immensément favorable à la truffe de Bourgogne. Il faut se rappeler que du temps des ducs de Bourgogne et des Capétiens, et notamment de Hugues III de Bourgogne, et bien que la truffe était récoltée sur les stations naturelles dans les forêts ducales. D'accord. Donc c'est un sol qui est extrêmement propice à sa culture. On peut même dire qu'en Côte d'Or, tout le territoire est propice, excepté la plaine de Saône, parce que la plaine de Saône, c'est du sable de silice, donc c'est rédhibitoire pour la truffe. Tout le reste du territoire a du calcaire et peut produire de la truffe. Et justement, par rapport à la France, là, on importe plus finalement de truffes qu'on en exporte, donc il faut développer ça. Oui, dans le cadre justement d'un programme qui devrait s'instaurer, c'est donner la possibilité aux agriculteurs et aux forestiers de se rapproprier la truffe pour justement combler le déficit que nous avons au niveau national, puisqu'aujourd'hui on ne récolte que 40 tonnes de truffes sur l'ensemble du territoire, et quelle que soit l'espèce de truffe, et nous en aurions besoin du double, voire du triple, pour arriver à répondre à la demande. Donc aux agriculteurs et aux forestiers de se réapproprier la truffe pour combler notre déficit, et c'est quelque chose qui est, à mon avis, aussi extrêmement important pour notre territoire et notamment la Côte d'Or. Puis ça pourrait permettre aussi aux agriculteurs d'avoir un revenu supplémentaire ? Bien sûr. Et c'est la raison pour laquelle nous tenons aujourd'hui sur la ferme Côte d'Or un stand tripartite avec l'INRA qui nous aide aussi au développement de l'INRA de Dijon, qui nous aide au développement de la compréhension en fait de la symbiose entre l'arbre et la truffe, mais nous-mêmes sur le stand, et puis les pépinières d'Audet qui se spécialisent en agroforesterie, et notamment agroforesterie truffière. Oui, alors justement, en quoi est-ce que c'est intéressant cette diversification agricole en agroforesterie truffière ? Eh bien, c'est aussi rendre propres les sols. Grâce aux champignons de la truffe, le sol n'a pas besoin d'intrants pour produire. Donc, l'essentiel des racines de l'arbre, des arbres mycorhizés assainissent le sol et font que la production est améliorée sans apport d'azote ou de quelques intrants supplémentaires. Et alors peut-être pour nos visiteurs qui vont venir vous voir, est-ce que c'est facile de cuisiner la truffe ? On sait que Stéphane Derbord cuisinera vos truffes à 14h et les fera déguster, mais est-ce que c'est donné à tout le monde de cuisiner la truffe ? Disons que dans la mesure du possible, si les gens respectent ce qu'on doit respecter sur la cuisson, à savoir une cuisson minimum, dès que vous passez 50-55 degrés, la truffe est cuite, elle n'a plus de parfum. Donc, moins on va cuire cette truffe,
plus on aura de parfum, plus la réussite sera là. Donc il y a des bases à respecter. Il faut savoir également que tous les corps gras adorent la truffe, et la truffe adore les corps gras, bien sûr. Donc en respectant ce genre de choses, on arrive à avoir des jolis plats qui sortent, avec très peu de truffe d'ailleurs. Le parfum est assez puissant, il suffit d'en mettre quelques grammes pour avoir un excellent plat. Donc par conséquent, à la base, il vaut mieux partir sur des choses où la truffe n'est pas cuite du tout, des toasts ou un râpé de truffe sur les aliments. Et là, on a vraiment des résultats qui sont extraordinaires. Mais moins on va la cuire, mieux on se portera. D'accord. C'est le b.a.-ba. Je voudrais aussi rajouter une chose extrêmement importante que justement nos travaux avec l'INRA et notamment l'Institut du goût ont démontré que la truffe de Bourgogne avait une richesse organoleptique extrêmement importante, qu'on pouvait retrouver de la vanille, de l'épice, du champignon, enfin énormément de saveurs qui est vraiment particulière à la truffe à maturité. Cette truffe de Bourgogne, elle doit avoir une gleba, c'est-à-dire l'intérieur de la truffe, qu'on appelle justement gleba, doit être chocolat noir. Quand elle n'est pas à maturité, elle n'a pas toutes ces saveurs qu'on a démontrées avec l'INRA. Et oui, et puis pour récolter justement la truffe, de toute façon, il faut qu'elle sente en fait. C'est ça, quand elle est bien mûre, c'est qu'elle sent vraiment fort. Sinon, si elle n'a pas d'odeur, c'est qu'elle n'est pas encore mûre. Tout à fait. C'est l'importance d'avoir des chiens de très bonne qualité, mais il ne faut pas qu'ils aient un flair trop fin non plus. Si vous avez des chiens qui ont un flair extrêmement fin, on va commencer à récolter de la truffe de qualité, et ensuite, si on redemande au chien de repasser aux mêmes endroits, il va vous retrouver de la truffe. Pour vous faire plaisir, il va descendre lui en qualité, puisqu'il va aller chercher beaucoup plus loin les parfums. Donc il arrive qu'on ait des truffes qui ne soient pas à maturité complète, mais que les chiens, pour nous faire plaisir, vont marquer quand même. Ah oui, donc si vous voulez, il faut savoir jouer sur le chien un petit peu, savoir s'arrêter quand il le faut. On fait un passage, une fois que le passage est fait, on ne revient pas dessus. Surtout pas. Autrement, on aura une truffe qui va descendre en qualité. Mais le chien va la sentir quand même. Nous, on sentira beaucoup moins. Le chien va la sentir. D'accord. Eh ben, merci beaucoup. Et puis, il y avait également une différence, je crois, avec la truffe d'été. Est-ce que vous pouvez nous en parler, c'est ça? Bien. Oui. Vas-y. Alors, la truffe d'été, justement, ce qu'on appelle chez nous truffe d'été, en fin de compte, c'est la tuber estivum. Nous, en fin de compte, chez nous, on a la tuber estivum, variété incinatum. Or, les truffes d'été que l'on trouve dans notre région à nous, en fin de compte, sont les tuber incinatum, qui vont venir beaucoup plus bonne heure dans la saison, vont être souvent beaucoup plus grosses, mais ne vont pas avoir une finalité dans leur construction. Le parfum ne va pas être là, il va être très volatile, elles vont se conserver beaucoup moins longtemps, mais les chiens les sentent quand même. Donc il y a cette base de parfum qui est un peu la même pour toutes les truffes à la base. Et les chiens, pour nous faire plaisir, vont la marquer. Mais en fin de compte, cette truffe-là, elle n'a pas la qualité de l'incinatum. Alors que c'est la même truffe. Jusqu'au 14 septembre, toute truffe récoltée et de l'estivum, donc la truffe d'été. Le 15 septembre, elle passe en appellation tuber incinatum, truffe de Bourgogne. D'accord. Voilà. Mais ce n'est pas pour autant, si vous voulez, qu'on récolte toujours de la truffe mûre le 15 septembre. Parce que tout est lié effectivement aussi à la météorologie, au climat. Et aujourd'hui, la filière était en difficulté depuis 3 ans, où on n'arrivait pas à récolter convenablement de la truffe. Et cette année, avec l'hydrométrie dont on a bénéficié, effectivement, nos truffes sont de qualité. Et on a cette chance cette année d'avoir une récolte normale et de qualité normale aussi. Ah bah, tant mieux, parce que les fruits ont souffert, mais alors les truffes se portent bien. Bon, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Et ben, merci à tous les deux. En tout cas, donc, Merci. ces truffes-là sont dégustées, je le rappelle, à 14h avec Stéphane Derbord. Alors en ce moment se déroule le concours du jambon persillé artisanal. Et pour en parler avec nous, nous accueillons Jean-François Mitanchet. Bonjour. Vous êtes grand maître de la confrérie Saint-Antoine. Vous fêtez vos 20 ans en tant que membre du jury de ce concours qui existe donc depuis 40 ans sur la foire. Alors comment s'est déroulé là, ce concours 2021 ? Alors c'est un petit peu les chiffres qui ne sont pas dans l'ordre. C'est le 20e concours à la foire et c'est le 43e du nom. D'accord, voilà, très bien. donc je te remets ça d'équerre. Alors comment ça se passe ? Ben écoutez, ça se passe très bien. Ça se passe vraiment très bien. On a fait déjà un premier jury, nous avions 28 candidats là. Donc on a fait un premier jury avec 2 tables de 14.
Et chaque jury, on avait divisé la totalité de nos jurés par deux. Donc, un groupe a jurifié une table et l'autre. Puis nous avons fait les notes et nous avons sélectionné les 5 meilleurs de chaque table. Donc en ce moment, on est dans le deuxième jury. Alors là, tout le monde note tout et il y a 10 jambons persillés à jurifier. Sachant qu'il y aura médaille d'or, d'argent, de bronze et 3 prix d'honneur. Donc il y aura 6 jambons persillés qui vont sortir du lot et les 4 autres vont rejoindre le reste des anonymats. Et alors, parmi les membres du jury, est-ce que c'est comme le concours de terrine qu'on a vu à la chasse? Il y a à la fois des chefs cuisiniers, à la fois des membres de la confrérie, du coup Alors, la composition du jury des chasseurs leur appartient et ça ne me regarde en aucunement. Le nôtre, c'est quoi? C'est les 3 anciennes médailles d'or. D'accord. C'est des professionnels, c'est des membres de la confrérie et cette année, nous avons 6 acheteurs, 6 consommateurs qui ne sont ni des professionnels, ceux qui achètent les jambons persillés. Voilà, parce qu'on s'aperçoit que c'est bien beau de juger avec un œil de professionnel. Qui c'est qui fait le commerce? C'est quand même le consommateur. Voilà. Alors je leur dis, je fais un petit briefing avant, et je leur dis que le concours comment il faut noter. Eh bien, le persillé s'achète surtout à sa bonne bouille. Vous êtes, chère madame, dans une boucherie, dans une charcuterie, une boucherie, importe, pour acheter 2 côtes de porc et puis 2 tranches de pâté en croûte, vous voyez un persillé, ben non, vous ne pouvez pas résister, vous en achetez. C'est l'achat coup de cœur, et c'est ça qu'il faut privilégier. Naturellement, il y a la dégustation après. Hein. Et puis il y a une note aussi qui est importante, c'est la tenue à la coupe. Alors, je vais vous expliquer en 2 mots. Voilà, dites-nous un petit peu, comment est-ce La qu'on choisit tenue à un la bon coupe. jambon persillé? Parce que la tenue à la coupe, Oui. si vous, par exemple, chez madame, c'est vous que je mets toujours au pilori, vous achetez votre tranche de persillé, vous la mettez dans votre cabas, parce que maintenant c'est le mode du cabas, et c'est très bien. Vous mettez ça dans votre sac, et puis vous allez peut-être chez le coiffeur ou chercher les gamins à l'école, et puis au bout d'un moment, oh, mon persillé! Et il a peut-être subi les affres d'un oubli, d'un écrasement, tout ça. Alors, s'il a une bonne tenue à la coupe, le soir, quand vous allez le mettre sur l'assiette, vous ne serez pas obligé de le manger avec une paille. Ouais, D'accord, il y a c'est ça, mieux, tu n'as ouais, plus. effectivement. Ah, je vous le disais, voyez-vous, hein? Donc Voilà. la tenue, c'est important. Oui, la tenue, le coup d'œil, quoi, je pense que Voilà, tout ça. l'aspect visuel, oui. Et puis après, la dégustation, quoi, voilà. Hein. La dégustation a un coefficient 2. Coefficient 2, d'accord. Et les autres, c'est quoi la dégustation? La première note, c'est coefficient 1, donc sur 20, et la deuxième, c'est sur 40. D'accord, ok. Et donc Voilà. vous, comment vous l'aimez le jambon persillé? Qu'est-ce qui fait que vous aimez un jambon persillé plus qu'un autre? Non? C'est pas cette question-là que vous C'est avez pas envie ça, de me non. poser. Vous en avez une autre. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est qu'un bon jambon persillé? Oui, c'est ça. C'est pas ça que vous vouliez me dire? Moi, je vous l'ai demandé avant, mais oui, c'était... voilà. Mais je vous ai à l'œil. Alors, le meilleur jambon persillé, je vais vous dire, c'est celui pour lequel vous traversez Dijon, vous allez à la campagne, vous vous déplacez pour faire plaisir à vos invités. Et c'est celui-ci le meilleur. Alors, le meilleur, le vôtre, ça peut-être pas le meilleur pour moi. Quoique, bon, mais voyez-vous ce que c'est? Je ne vais pas vous dire la grosseur des noix de viande. Oui, tout ça, c'est de la technique. Mais vous avez, tiens, je reçois un tel, je reçois des amis qui viennent de je ne sais où, on va leur acheter, on va leur faire plaisir. Eh bien là, vous ne restez pas forcément dans votre quartier ou dans votre village, vous vous déplacez pour acheter, et c'est celui-là le meilleur. D'accord. Croyez pas que c'est Géreton. Ah bah si, on va voir chez le producteur, du coup là c'est vraiment le meilleur. Voilà. Et donc, et alors que gagnent les participants justement du concours? Les participants, eh bien tous les lauréats, il y a une médaille d'or de bronze, d'argent de bronze, et il y a 3 prix d'honneur. Et tous les autres
sont des anonymes. D'accord. Ils ont l'honneur d'avoir participé au concours Oui, du jambon mais persillé. il faut reconnaître qu'on a tous les ans. Alors cette année, c'est une année de transition. Parce que, oui, on a eu, comme tout le monde, une année de cirque, de fourbi, là. Alors donc, cette année de transition, on a quand même 28 candidats. On est super contents, oui. Et par contre, cette année, on a des nouveaux. On a 6 nouveaux. Ça, c'est bien, oui. Ah oui, c'est bien, ah oui, le renouvellement. Hein. Voilà, Très voilà. bien. Et Alors, est-ce que vous voulez dire un petit mot peut-être sur votre confrérie? Quel est le rôle de la confrérie Saint-Antoine? la confrérie de cheval de Saint-Antoine, qui a un peu plus de 50 ans, elle est née à Paris. Et puis le premier bailliage qui a eu lieu donc en province, c'est la Bourgogne-Franche-Comté. Et son objectif, c'est de promouvoir les produits de charcuterie de qualité, les produits artisanaux et de qualité. Nous, les industriels qui font des belles choses et qui nourrissent beaucoup plus de population que les artisans, on ne les décrit pas du tout, mais ils ne sont pas le même métier que nous. C'est pour ça que le jambon persillé, je dis bien artisanal. Et artisanal, c'est quoi? C'est quand ils sont fabriqués par un artisan. Et l'artisan, il est inscrit au registre des métiers. C'est pas lui qui dit je fais de l'artisanal et puis il manque de peau, il a une entreprise avec 2000 salariés. C'est pas ça. Voilà. Hein. Alors vous savez, ce tissu artisanal, chaque fabricant du jambon persillé et d'autres choses, il apporte son coup de patte, son petit grain de sel, son petit plus, son machin. Il met des échalotes, d'autres ne la mettent pas. Et tout ceci, c'est un tissu extrêmement riche, ce côté artisanal, parce que personne ne se copie. Alors que quand on est dans les grands fabricants, que je ne décris pas, on l'avait noté, que je ne décris pas, ces gens-là, c'est un métier différent, et ils ont une recette, un process de fabrication, et on sort des tonnes qui nous... Tout à fait, et qui nourrissent la majeure partie de la population. Hein. Mais le côté artisan, une touche personnelle de l'artisan. Tout à fait. Et chacun y trouvera son goût. Ah ben voilà. Vous allez apprécier le boudin chez un tel, mais son jambon persillé, vous allez acheter ailleurs. Oui, voilà. C'est un peu... Oui, mais c'est un peu ça. Un peu ça. Je pense que ceux qui nous entendent doivent reconnaître ça. C'est vrai. Et alors, tous ces jambons persillés, à la fin du concours, vous en faites quoi? Est-ce que vous les dégustez ou pas? La bonne question. Eh bien, oui. Ces jambons persillés vont rentrer, sont déjà stockés dans des conteneurs isothermes, ils vont rentrer en chambre froide et ils vont être découpés en petits cubes. Et le 10 novembre au soir, à partir de 18h, nous le ferons ici en dégustation aux visiteurs de la foire. Ah bah parfait. Bon, il faudra attendre un petit peu là. Vous nous avez donné envie, on va devoir patienter. Mais vous serez obligé de patienter, vous. Hein. Je vous connais, voilà. Alors, par contre, le 10, si vous êtes là, bien sûr, vous serez là. Eh bien, écoutez, voilà, c'est bien. Et comment je veux dire, par contre, ça part vite. Hein, ça part vite, oui. Ouais. Non, mais d'expérience. Je vous ferai une petite réserve pour... Vous en mettez à côté. Oui, vous me faites une petite part à côté. Merci beaucoup. Alors, en ce moment, se déroule donc le concours des œufs en meurette avec le champion du monde que nous avons la chance, l'honneur de recevoir sur notre plateau. Grégory Cuiron, vous êtes le chef lyonnais du restaurant Le 5 Mains, donc à Lyon. Vous avez décroché le 10 octobre dernier au château du Clos Vougeot en Côte d'Or, donc le titre du champion du monde des œufs en meurette. C'était votre 3e tentative. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être champion du monde des œufs en meurette? Jamais 203. Alors, j'avoue, c'est un soulagement parce que voilà, la 3e fois, je me suis dit, tu vas avoir l'air ridicule. Surtout qu'il n'y a pas de classement. C'est-à-dire qu'il y a celui qui gagne et les autres, on ne sait pas. D'accord. Donc, les gens peuvent s'imaginer qu'à chaque fois, je finis 13e et que c'est pas bon. Non, j'étais content, soulagé. Et alors, je peux le dire, fier de moi parce que je me suis donné les moyens d'y arriver. Et voilà, c'est une chose que j'avais lancée 8 jours avant. J'ai travaillé dur pour y arriver. Ça fait toujours rigoler. Moi, j'ai certains potes quand je leur dis je suis champion. Enfin, je leur dis pas d'ailleurs, mais quand ils voient que je suis champion du monde de Formerette, ils disent c'est original. Je leur dis bah ouais, c'est original, mais c'est du boulot. Et puis voilà, en Bourgogne comme ça, c'est chouette. Et alors donc vous êtes lyonnais, c'est une spécialité évidemment de Bourgogne. Alors pourquoi l'œuf en meurette? Comment est-ce que vous en êtes venu à faire cette recette?
Alors déjà, le Fourmerette, ça se mange à Lyon. Il y a même des Lyonnais qui croient que c'est lyonnais, vous voyez. Ça se cuisine dans les bouchons Exactement. lyonnais, c'est ça se cuisine dans les bouchons parce qu'on fait aussi du bourguignon, bien évidemment. C'est la gastronomie bourguignonne et c'est vachement répandu de partout en France. Parce que c'est un plat populaire, parce que c'est de la cuisine ménagère, parce que c'est plus le plat est simple, plus c'est difficile de faire bon. Et plus il faut être exigeant, et puis parce que j'adore la Bourgogne, les vins de Bourgogne, et qu'en me rendant en Bourgogne, j'ai eu l'occasion d'en manger quelques-uns, des ormerettes, j'ai toujours trouvé ça très bon. Et puis j'avoue, moi j'aime bien la compète, donc je me dis, s'il y a un championnat du monde, ça peut être rigolo. Et j'ai eu la chance d'être là pour la première édition, parce que connaissant bien les chevaliers du tas de vin, et entre autres Arnaud Orcel, là, qui est le grand intendant, il me dit, t'aimerais pas, on n'a pas de Lyonnais, t'en connaîtrais pas qui aimerait participer. Je lui dis, attends Arnaud, moi je voudrais participer. Et donc c'est comme ça que ça s'est fait. C'était une perche quand même, non? Peut-être un petit peu, mais en tout cas je me suis pris au jeu. Parce que je n'étais pas forcément invité les années suivantes, mais je me suis imposé au forceps, je leur dis de toute manière, je reviendrai. Donc là c'est terminé, je ne peux plus le présenter, puis au bout d'un moment, faut savoir s'arrêter. Mais l'année prochaine, je vais devoir goûter 13 œufs parce que j'aurai la chance d'être au jury. Ah super. Et alors, d'après vous, qu'est-ce qui a fait que vous avez gagné cette année? C'est que j'ai épuré. C'est-à-dire qu'on veut toujours un peu prouver, faire des choses, et en fait, il faut se rendre compte que le championnat du monde de Fourmerette, c'est pas le championnat du monde de créativité autour de la Fourmerette, mais de la recette pure et dure. Donc je pense que j'avais une sauce qui était assez riche en goût de bœuf, j'avais une vraie structure de bœuf, avec par-dessus l'acidité du vin, j'avais mis un très bon vin rouge, j'avais mis un haute-côte de nuit qui était très chouette. Ouais. J'en ai passé 12 bouteilles quand même pour faire 3,5 litres de sauce, donc il y avait ce qu'il fallait. Donc ce goût de bœuf, donc la sauce. L'œuf poché dans le vin rouge, je pense qu'ils sont sensibles au fait qu'il soit poché dans le vin rouge, que je n'avais pas fait les années précédentes. Et un bon crouton qui a bien le goût d'ail. Donc le crouton, c'est celui que j'ai pu faire en démonstration là tout à l'heure. Donc c'est du bon pas de campagne que je surgèle pour pouvoir le passer à la trancheuse à jambon. Donc on a quelque chose de 2-3 mm d'épaisseur et nourri avec un beurre dans lequel j'ai fait infuser de l'ail et du laurier. Voilà. Si on a le crouton, l'œuf et la sauce, on est déjà pas mal. Et puis je vais rajouter une petite garniture avec les vrais marqueurs de l'œuf en meurette, à savoir le champignon, les lardons et l'échalote. Et alors vous nous avez ramené donc un exemplaire de ce Voilà. que vous avez cuisiné juste à côté sur la scène des chefs. Quelle recette vous avez proposée aujourd'hui sur la foire? Alors j'ai proposé quasiment la même, c'est-à-dire une recette sur la sauce. On est parti sur du paleron qu'on fait bien saisir. On rajoute de la carotte, de l'échalote, un peu de persil et les queues de champignons et la couenne du lard fumé. On laisse cuire comme ça, bien grillé. On déglace avec du vin rouge qu'on fait préalablement flamber pour ne pas avoir d'alcool, une feuille de laurier, on laisse réduire et puis à côté on fait notre petite garniture telle qu'évoquée précédemment, donc échalote, champignons, lardons, le petit crouton tel qu'évoqué également et puis les œufs pochés, 2 minutes 30 dans du vin frémissant. Waouh. Bon, alors ça a l'air un petit peu technique. Est-ce que vous avez peut-être un conseil pour les visiteurs, une recette ou simple? Voilà, quel conseil si on veut faire des œufs en meurette à la maison finalement? Le conseil, c'est faire la même recette, mais la sauce, on peut s'y prendre bien à l'avance. Ça ne demande pas énormément de temps, ça demande du temps de cuisson, mais pas tellement de préparation. Donc on laisse le truc au coin du feu, vous faites même ça pendant 3 jours. Quand vous trouvez qu'il n'y a plus assez de liquide, vous remettez de l'eau, vous laissez réduire. Vous avez votre sauce. Le seul truc à faire en dernière minute, ce sont les œufs. Et puis la viande qui se trouve à l'intérieur, vous la réutilisez. Vous pouvez faire un hachis parmentier avec, parce que c'est une viande qui a beaucoup cuit, qui est très fondante, et puis voilà. Mais c'est pas trop compliqué. Si vraiment on veut faire plus simple, on prend 50 centilitres de bouillon de veau. On peut même prendre des trucs en poudre, je devrais pas trop le dire, mais voilà. 50 centilitres de vin rouge, on laisse réduire les deux de moitié, on met les deux, on rajoute une petite noix de beurre, ça fait une sauce express d'œuf en meurette. C'est pas la meilleure du monde, mais ça fait l'affaire si on est un peu pressé. D'accord, merci. Et du coup, alors pour votre restaurant, qu'est-ce qu'on peut déguster à Lyon dans votre restaurant? Alors plein de choses, c'est une carte qui change tous les mois. En ce moment, on est un pont d'hiver, donc on a des riz de veau glacés avec des capes, du citron. On a l'œuf en meurette, bien évidemment, parce que ça, c'est un préalable à l'inscription. On doit promettre de faire l'œuf en meurette, mais enfin, bon, on n'a pas besoin de promettre parce que c'est. Et depuis le 10 octobre, super. vous avez une forte demande sur l'œuf en meurette? Ah, mais carrément, c'est un truc de fois. Il y a même des gens qui ont envoyé des messages savoir si on faisait l'œuf en meurette. Enfin, vraiment, on avait dans un le coup restaurant de pression. Alors, j'avoue qu'on a dû commencer le 13 novembre, parce que le 13 octobre, pardon, pour avoir le temps de se mettre en place, parce qu'une sauce, ça se fait pas comme ça. Mais non, on a du retour, c'est rigolo. On parlait de ce que ça pouvait faire professionnellement parlant, c'est un vrai plus. Donc voilà, et puis on a des plats qui changent, des poissons, des viandes, c'est vraiment en fonction de la saisonnalité et de ce qu'on nous propose aussi, parce qu'on travaille main dans la main avec nos fournisseurs qui sont plutôt locaux. Et en termes de budget, c'est quoi à peu près les menus? Alors à midi, on a un menu à 25 €, entrée plat dessert, et le soir, et à midi aussi, on a un deuxième menu qui est donc celui du soir qui est à 35 €, avec beaucoup de vins bio nature. Mon frère est sommelier, il aime bien ce genre de choses.
La part belle, au Beaujolais, à la Bourgogne et à la vallée du Rhône. Voilà. Et alors l'adresse de votre restaurant? Alors c'est le 5 Mains, c'est 12 rue Monseigneur-la-Varenne dans le 5e arrondissement de Lyon. C'est dans le Vieux-Lyon et il y a un parking juste à côté qui s'appelle le parking Saint-Georges. Ah, parfait. Vous savez tout, vous pouvez venir en voiture. Voilà, on vous attend, Amandine. À très vite, merci beaucoup. Et ben, notre émission se termine, donc on se retrouve demain à la même heure, 11h30. Et là, on parlera de la ferme Côte d'Or avec la Chambre d'agriculture. Merci à tous, très bonne journée, bon appétit.